Mais quand quelqu'un d'autre le connaît, je constate que ça me fait mal. Une partie de moi reste quand même attachée à la Russie. Єдине, чого я досі не можу робити, думати про майбутнє. Я намагаюся, але мені не вдається. Мене наче поглинає безодня, чорна прірва. Війна для мене почалася у 2014 році. Моїй донечці тоді виповнилося 1,5 року. Ми жили в Донецьку. Напередодні новорічних свят я ретельно продумувала довгострокові плани. Усі вони зруйнувалися, коли нам довелося залишити щойно придбану квартиру з ремонтом, меблями, кондиціонерами. Все в ній було зроблено під себе, так, як мені було зручно. Я зосталася ні з чим, з маленькою дитиною на руках. La seule chose que j'arrive toujours pas à faire, c'est penser à l'avenir. J'essaie, mais j'y arrive pas. C'est comme si je tombais dans un gouffre, un trou noir. Pour moi, la guerre a commencé en 2014. Ma fille avait tout juste 1 an et demi. On vivait à Donetsk. C'était vers le Nouvel An, j'étais tout occupée à faire des plans sur le long terme. Ces plans se sont effondrés quand on a dû quitter l'appartement qu'on venait d'acheter et de rénover, avec nos meubles, la climatisation. Tout était fait sur mesure, à mon goût. Je me suis retrouvée sans rien, avec un enfant dans les bras. Il a fallu peut-être 5 ans pour que je refasse ma vie à Kiev. Dans ma garde-robe, quelques jolis habits commençaient juste à remplacer le minimum vital. Ça me fait sourire de penser que j'ai dû tout abandonner une 2e fois dans mon appartement de Kiev. Maintenant, j'en repasse par cette étape du minimum vital. Я не в змозі думати про майбутнє і планувати вихід з цього становища. У мене паморочиться в голові, і я знову відчуваю, що лечу в чорну прірву. J'arrive pas à penser à l'avenir, à voir comment sortir de cette situation. Quand j'essaie, j'ai la tête qui tourne et de nouveau cette impression de tomber dans une noirceur sans fond. Ça me fait mal de penser à Donetsk, à cette ville autrefois incroyablement belle, industrialisée, prometteuse, prospère, où je menais une vie intéressante, agréable, sans souci. Cette vie s'est effondrée en même temps que la ville, et en même temps que ma ville natale, Mariupol. Cette ville où ma mère est morte dans une cave en voulant se protéger des bombardements,
pendant les premiers mois de l'invasion à grande échelle. Ensuite, son corps est resté dans la cour jusqu'à ce que des gens qu'elle connaissait l'enterrent. J'avais beaucoup d'amis là-bas. Certains sont encore là, d'autres sont morts. Я забороняю собі згадувати своє дитинство і юність, що пройшли там, де зараз суцільні руїни і гори. Je m'interdis de repenser à mon enfance et à ma jeunesse dans cet endroit où il reste que des ruines et de la douleur. Это был еще мой первый приезд в Киев во время войны. Все было очень эмоционально, и был один разговор, который произвел на меня разрушительные действия. Ça s'est passé la première fois que je suis allé à Kiev après le début de la guerre. Tout était très sensible. Et j'ai eu une conversation qui a eu un effet dévastateur sur moi. J'étais avec un ami, il était déjà tard et bon, bien sûr, on avait beaucoup bu. Cet ami est dans le théâtre, comme moi. C'est quelqu'un de très profond, de très intéressant. Et souvent, quand tu t'identifies à quelqu'un sur certains points, tu t'attends à ce qu'il vive les choses de la même façon que toi. On était déjà plus très sobre, et tout à coup, il me demande А вот как ты думаешь, как вообще-то это все может закончиться? Et toi, comment tu crois que ça peut finir? ou peut-être pas comment ça peut finir, mais comment on peut en finir. Évidemment, je n'avais pas la réponse à cette question, mais lui, il Вообще- me dit Вообще, ты знаешь, а многие люди, я в том числе, мы считаем, чтобы это все закончилось, необходимо убить всех русских. Tu sais, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui pensent que pour que ça s'arrête, il faut tuer tous les Russes. Et c'était dit de telle façon qu'il n'y avait pas moyen de transposer ça sur un autre plan. Je ne parle même pas d'ironie, simplement un moyen de sortir de ce plan-là. Alors je lui ai dit, Послушай, ну, понятно, что все, что я могу тебе сказать, это в каком-то смысле банальность. Но ведь из банальности состоит большая часть нашей жизни. écoute, évidemment, tout ce que je peux te dire, ce sera banal d'une certaine façon, mais après tout, la vie est faite de banalités. Поэтому смотри, ты как бы не можешь весь народ обвинять в чем-то. Donc entends-moi bien, tu peux quand même pas accuser tout un peuple. Et il me répond, Ты не понимаешь, это не поможет, потому что это зло, которое необходимо искоренить. Tu comprends pas. Ça sert à rien, c'est un mal qu'il faut arracher à la racine. depuis, j'arrive plus du tout à lire en russe. Je veux dire, bien sûr, je continue à lire, mais je lis surtout de la littérature traduite. Mes bons vieux classiques russes, j'arrive même plus à les toucher. Tu comprends? Tout ça, toutes ces idées qui m'occupaient et qui m'intéressaient sur la spécificité de la culture russe, son développement à part, ses paradoxes, c'est comme si ça m'intéressait plus. Ich laufe in einer ukrainischen Demonstration vom Hamburger Hauptbahnhof zum Rathaus. Je suis à Hambourg, dans une manifestation de soutien à l'Ukraine qui va de la gare centrale jusqu'à l'hôtel de ville. À côté de moi, il y a une jeune femme qui hurle dans un mégaphone. Russia is a terrorist! 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 Russia is a 10 terrorist! fois, 20 Russia fois, is 50, a 100, terrorist! 10 fois, 20 fois, 50, 100, je ne tiens pas le compte, mais c'est beaucoup. Et je constate que ça me fait mal, comme un coup de poing à chaque fois. Quand c'est moi qui le dis, quand j'accuse moi-même la Russie et Poutine, c'est autre chose. Mais quand quelqu'un d'autre le crie, je constate que ça me fait mal. Une partie de moi reste quand même attachée à la Russie, par mon passeport, par mon enfance, par ma famille. Es ist peinlich, das zuzugeben. Irgendwie müsste man sich von all dem lossagen, davon, dass es ein Teil von einem ist. Alles wegwerfen, aber das funktioniert nicht. C'est dur à avouer. Il faudrait pouvoir se détacher de tout ça, se détacher de cette partie de soi-même, tout balancer, mais ça ne marche pas. Also schleppt man all diese Schatten mit Alors sich on herum. continue à traîner toutes ces All ombres, diesen Müll, toute cette ordure, all diese mottenzerfressenen ces Flügel. vieilles ailes toutes mitées.
La guerre, c'est pas seulement le front, c'est de l'oppression morale. Donc il faut que je tienne et que je continue à ressentir des choses. Il faut que je sois belle par défi envers les Russes, que je boive du café parfumé à la pâte d'amande, que je le prépare avec ma gazinière. Вы меня не победите. Vous m'aurez pas. Видите, какая я красивая. Regardez comme je suis belle. C'est de la rage, une joie méchante. J'en suis pas encore à regarder comment on tue l'occupant russe. Mais je connais des gens totalement sains d'esprit qui se calment comme ça, en regardant ces vidéos. Ils ne le clament pas haut et fort, mais quand ils voient que je trouve ça normal, ils avouent. Mais j'en suis pas encore là. Mais il y a cette joie mauvaise de se dire « Je suis là, malgré tout, toute belle, et je bois un café bien chaud. » Les Russes soutiennent par leurs actes une entreprise complètement immorale. Ils vont là-bas pour tuer des gens. Et quand ils y laissent leur peau, je constate que ça me fait plaisir. J'ai ces sentiments ignobles, voilà. Ce plaisir que j'ai à voir crever des êtres humains, il me fait honte, gravement. Et je me réjouis aussi à l'idée que ce pays s'effondre. J'ai toujours aimé leur folie en Russie. J'aime leurs excès, tout ça. Et cette façon parfois de contourner les règles. Mais cette fois, ils sont allés trop loin. Ça ne veut pas dire que mes autres sentiments sont partis, mais c'est une espèce de leçon de civilisation qu'ils doivent apprendre. À peu près comme nous, pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si nous, c'était 10 fois pire ce qu'on a fait à ce moment-là. Il a fallu qu'on apprenne cette leçon. Je crois qu'il faut que tous les Russes l'apprennent. Nee, so geht es nicht. Non, ça on n'a pas le droit. Et ils sont en train de l'apprendre. Du moins j'espère. Et c'est pour ça qu'il faut que la guerre dure encore 1 an ou 2. Pour que les dégâts soient vraiment graves. Pour que ça finisse par s'écouler. Écoute, à quoi ça sert que je te raconte tout ça? Tu ne me comprendras pas? Personne ne nous comprendra plus. On est au-delà de la limite. За гранью, On est derrière un mur, за забором, comme des lépreux. как прокаженные. Est-ce qu'on se reverra un jour, toi et moi? J'en sais rien. Tu peux te faire une idée de ce qui se passe ici en lisant des livres sur le Troisième Reich. C'est bizarre, mais c'est chez nous que c'est comme ça maintenant. Rien n'a changé. Il reste juste ce sentiment qu'il y a de la vie quelque part, mais que chez nous, tout est mort. Все мертвое. On vit sous une sorte de chape. Quand on se voit avec ma sœur, on parle de moins en moins. Il n'y a rien à dire. On est comme pétrifiés, on s'occupe avec des rituels idiots. Tiens, il faut déjà jeter le sapin de Noël. Tiens, le verre est cassé sur le portrait de papa, il faut qu'on le change. Tiens, voilà Maslenitsa, il faut qu'on fasse des crêpes. Et bientôt, il faudra laver les vitres. Au-delà de ça, on ne peut rien dire. On a honte, Стыдно, on a mal. больно. Il n'y a plus qu'à se taire et à réciter les paroles de l'Évangile. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je n'arrive pas à me comporter normalement avec les femmes dont leur mari ne fait pas la guerre. Pendant les premiers mois de la mobilisation de mon mari, j'étais enragée. Je m'énervais contre les gens de mon entourage qui ne sont pas affectés par la guerre, contre les hommes qui n'étaient pas au front, contre les femmes dont les maris restaient chez eux pour éviter la mobilisation. Certains ont carrément quitté le pays du jour au lendemain avec leurs parents, leurs enfants. Ils ont vite compris ce qui se passait. Et le 24 février, alors qu'on ne savait pas encore quoi faire des hommes à la frontière, ils ont réussi à passer pour aller se trouver une bonne situation avec leur famille. Nos amis me demandent des nouvelles de mon mari et font beaucoup de dons à l'armée. J'ai honte de l'avouer, mais si ces hommes étaient aussi au front, et si leurs femmes s'inquiétaient autant que moi, je me sentirais mieux. Чи моїм дітям не так само потрібен батько, Est-ce que mes enfants ont moins besoin de leur père? а мені чоловік поруч? Est-ce que j'ai moins besoin de mon mari? Чому все так несправедливо? Pourquoi tout est si injuste? Mais je peux parler de ça à personne, malheureusement. Depuis 2 ans, toute cette colère, ça s'accumule et ça grandit en moi. J'ai pas coupé les ponts avec mes copines, on a appris à discuter de choses neutres. On partage des photos neutres, on s'envoie des messages neutres pour les fêtes.
Je ne demande pas de nouvelles de leur mari, je suis sûre que quand tout sera fini, ils seront assez culottés pour rentrer et s'attribuer certains mérites. C'est dur à avouer, mais tous ceux qui sont partis sont des étrangers maintenant. C'est pas que je considère tous les exilés comme des traîtres, mais c'est pénible de se dire qu'ils sont partis pour revenir le jour où tout sera prêt et nous pourrons être fiers de la victoire. Ils sont partis le temps que le pire passe. Alors que les gens comme mon mari se battent au péril de leur vie pour avoir le droit de vivre dans un pays indépendant et libre. Si son mari ne fait pas la guerre, une femme ne comprendra jamais ma situation. Ces moments où tu te fais des cheveux blancs en attendant un appel ou un message. Les exilés vivent dans un autre monde. Je le vois dans mes rapports avec ma sœur et avec ma nièce, qui sont partis en Autriche dès les premiers jours de la guerre. Un exemple tout bête. Chez nous, il peut y avoir des bombardements énormes, on ne dort pas de la nuit, ou on reste une semaine sans électricité, sans chauffage et sans eau. Le monde entier en parle, mais ma sœur, elle est capable de ne pas m'écrire un mot. C'est à la fois étonnant, enrageant et blessant. Et je ne m'autorise pas à en parler. Je me sens coupée de tous les endroits du monde où il n'y a pas la guerre. Mon sentiment inavouable, c'est que je regrette pas d'avoir quitté l'Ukraine. Je me sens pas en sécurité là-bas. Et pas du tout à cause des bombardements. Les bombardements et les alertes aériennes, ça m'a pas du tout empêché de vivre et pas du tout traumatisé. Mais dès le début de la guerre, ils se sont mis à chercher des espions, des saboteurs. Et chaque fois, ça tombait sur moi. Il y avait des barrages littéralement à tous les coins de rue. Ils arrêtaient les piétons, les voitures, les bus. Des gens avec des mitraillettes contrôlaient nos papiers. Et dès que je montrais mon passeport, les ennuis commençaient. Mon passeport dit que je suis née à Sébastopol. Il a été fait à Sébastopol. Je suis venue à Kiev en 2006 pour mes études et je suis plus repartie. Aucun rapport avec la guerre. Mais au fond, ça les intéressait pas de savoir quand et pourquoi tu étais venue là. Si tu avais un passeport de Crimée ou de Donetsk, on te cherchait des ennuis. Je me souviens qu'un jour, dans le bus, ils ont contrôlé les papiers de tout le monde et ils ont traité tous les autres comme des gens normaux. Mais moi, ils m'ont forcé à descendre et ils ont fouillé mes affaires avec leurs mains crasseuses. Et tout le bus regardait l'espionne qui venait de se faire attraper. Quand on te prend pour un espion, tu as toujours quelque chose de suspect. Pourquoi tu as 2 téléphones? Pourquoi tu as un ordinateur? Pourquoi tu as si peu d'affaires? Pourquoi tu as tellement d'affaires? Pourquoi tu parles ukrainien? Pourquoi tu as peur de cet homme avec sa mitraillette? Pourquoi tu n'as pas peur? C'est sûrement que tes recruteurs t'ont appris comment te comporter. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce qu'il y a dans ton sac, tu es un espion, un saboteur, un agent de l'ennemi. Je suis pas partie pour l'argent qu'il y a en Europe, pour les bourses, pour les fonds, pour les offres de travail. Je vivais normalement en Ukraine. J'ai pas perdu mon travail au début de la guerre, mon salaire suffisait. Mais j'ai pas envie qu'on m'arrête un beau jour parce que j'ai pas le passeport qu'il faut, ou parce qu'on a trouvé un livre en russe ou je sais pas quoi dans mon sac, ou qu'on m'interdise de quitter le pays. Je voudrais bien rentrer, mais je sais pas ce qui pourrait encore leur passer par la tête. J'ai pris la décision de rester à Kiev en connaissance de cause. J'ai déjà un beau morceau de vie derrière moi et maintenant je reste ici en connaissance de cause. C'est une idée qui est venue dans un groupe de conversation. Moi, nous, ceux qui restent, on accepte en conscience de jouer à la roulette. Si t'as de la chance, tant mieux. Si t'en as pas, tant pis. Peut-être que l'humain n'est pas capable de vivre. Peut-être que c'est ça son lot. Il est au bord d'un gouffre, il faut qu'il tombe. Et après seulement, une fois que tout est fini, il peut repartir à zéro. Au fond de moi, je suis en colère contre l'homme. Cet être misérable. Et contre moi, bien sûr. L'homme est incapable de s'élever, il est juste capable de tuer, c'est tout. Et alors à quoi bon vivre si on est capable de rien d'autre? Mais tout ça, c'est juste des pensées. Quand je réfléchis en tant que mère, je m'inquiète de voir que ma fille est encore là alors qu'elle est déjà majeure. Mon sentiment inavouable, c'est que je serais prête à accepter qu'elle parte si elle décidait de le faire. En fait, je serais même heureuse qu'elle puisse partir. J'ai des amis ici, leurs enfants et leurs petits-enfants vivent à l'étranger.
Ici, ils risquent leur vie, mais c'est plus facile pour eux, parce que leurs enfants et leurs petits-enfants sont partis. On peut tout mettre en jeu dans ces cas-là, alors que moi, je ne suis pas tranquille pour différentes raisons. Je mets ma propre vie en jeu et je m'inquiète pour ma fille. En 2022, j'aurais sûrement pu insister, j'aurais pu la convaincre, mais je ne l'ai pas fait. Quand la guerre a commencé, ma fille et moi, on a fourré le strict nécessaire dans 2 sacs à dos et on s'est jeté dans l'inconnu. Depuis, on vit et on essaie de s'intégrer là où le vent nous emporte. On cherche mieux, mais on ne trouve pas. Espagne, Portugal, Angleterre, Irlande, maintenant la Lituanie. En même temps, on a encore une chambre minuscule qui nous attend dans un couvent à côté de Dublin. Et on est tiraillés comme ça entre Vilnius et Dublin, entre ces petites chambres qui sont à d'autres gens, qui ont été meublées par d'autres gens, qui sentent l'odeur d'autres gens. Et on s'interdit de penser à notre appartement confortable de Kiev, au père de ma fille et au chat. J'aimerais tellement pouvoir mettre notre appartement dans un grand sac à dos, le charger sur mes épaules et l'emporter dans un endroit tranquille, loin de la guerre, avec mon mari et le chat. Mon mal du pays, ou plutôt l'interdiction que je m'impose d'avoir le mal du pays, je les garde à l'intérieur. Au quotidien, je suis souriante, ouverte. J'essaie de m'adapter aux défis de chaque nouvel endroit. C'est tellement difficile dans cette incertitude totale. 6 mois après le début de la guerre, on m'a diagnostiqué un cancer. Je suis réfugiée, cancéreuse, amputée d'un sein avec un tas de complications. J'ai du mal à savoir qui je suis et je m'interdis de penser à mon chez-moi. Autour de moi, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont été forcés de quitter leur maison. Il y a 2 choses dont on ne parle pas, les sentiments et les projets. Les sentiments parce que c'est une douleur plus forte que la douleur physique. Je sais de quoi je parle. Les projets parce qu'il n'y en a pas et que ça n'a aucun sens d'en faire. On se demande si on aura le droit de rester dans le pays qu'on a choisi. Mais quand je me dis qu'il serait temps de se fixer à un endroit, je me rends compte que cet endroit, c'est l'Ukraine. Коли я думаю, що настав час залишитися в одному місці, я усвідомлюю, що це місце Україна. Début 2022, on a accueilli une jeune femme de Kiev dans notre petite maison. On avait très envie d'aider à ce moment-là, de soutenir les Ukrainiens. Elle s'appelait Darina, c'était une étudiante. Elle parlait ni allemand ni anglais, enfin, quand même un peu anglais. On se disait que Darina serait contente de jouer avec notre fille, Lana. Et Lana était heureuse aussi, elle avait envie, elle avait hâte. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Darina est restée enfermée dans sa chambre, dans le noir. Elle n'ouvrait même pas les rideaux. Elle passait son temps sur son portable. Elle ne voulait pas sortir, pas jouer avec Lana. On essayait de lui remonter le moral, on lui confiait des petites tâches, faire la vaisselle, couper le pain. On a voulu lui apprendre l'allemand, on lui parlait beaucoup. Mais elle ne disait pas un mot, elle était complètement fermée. Et les week-ends, elle allait à Vienne parce qu'une amie à elle et la mère de cette amie avaient trouvé refuge là-bas. Je suis allée voir une psychologue spécialisée dans les traumas et elle m'a expliqué comment interagir avec les gens traumatisés. Mais ça n'a pas changé grand-chose pour moi, pour nous. Petit à petit, une atmosphère pesante s'est installée dans la maison, un climat d'impuissance. On a remarqué que ça touchait aussi Lana. Elle était triste, elle parlait de moins en moins. On n'avait jamais vu notre fille comme ça, elle qui est toujours si vivante, si joyeuse. J'étais complètement tiraillée. D'un côté, je voulais soutenir Darina, mais de l'autre, je sentais qu'on se faisait du mal. Et je pouvais en parler à personne parce que
Tous ceux qui accueillaient des Ukrainiens dans la commune avaient l'air de bien s'en sortir avec leurs invités. C'était une période pénible, terrible. Tu veux faire une bonne action, mais tu n'y arrives pas, tu sens tes limites. Finalement, en juillet, mon mari et moi, on a décidé qu'on ne pouvait plus avoir Darina à la maison. On lui a dit, elle a pleuré, j'ai pleuré aussi, je me sentais mal. Je me disais que j'étais pas quelqu'un de bien. Mais je pouvais pas faire autrement. En décembre 2022, on a organisé un petit séminaire en Allemagne avec quelques Russes et quelques Ukrainiens. Les Ukrainiens étaient tous adorables, intéressants, cool, des profils très variés et quasi tous russophones. Mais certains ne voulaient pas parler russe, ça a été assez compliqué. À la fin, on a quand même réussi à trouver un langage commun. Mon histoire, elle parle de culpabilité, de cette idée que même nous, les Russes, on n'a plus le droit de parler russe. Quand les femmes russes ont commencé à raconter qu'elles se sentaient coupables, tu vois, qu'elles comprenaient que le monde entier les méprise, qu'elles ne se reconnaissaient plus dans leur pays d'origine, ni dans la langue, ni dans la culture, dans rien du tout, là, j'ai pas avoué mes sentiments. Au sens où j'ai pas dit Mädels, was redet ihr da überhaupt? « Les filles, qu'est-ce que vous nous chantez ?» Also im Sinne von, ihr könnt doch ruhig denken und fühlen, wie ihr fühlt. Je veux dire, vous avez le droit de penser et de ressentir ce que vous ressentez. Ben, j'ai pas osé le dire. L'an dernier, en 2022, j'ai été amenée plusieurs fois à dire publiquement que je me sens pas coupable. Mais ça n'a pas suffi. Je l'ai jamais formulé assez clairement. Du genre, Hört mal, ich fühle das wirklich nicht. écoutez, non, je ressens pas du tout ça. Ich habe tatsächlich keinerlei Schuldgefühle, noch schäme ich mich, tut mir leid. J'ai pas de culpabilité, j'ai pas honte, désolée. De la honte, j'en ai à la limite vis-à-vis de mon chien, que j'ai laissé là-bas, malade et tout perdu, parce qu'on m'a convaincu que c'était le mieux, et il est mort ensuite. Je veux dire, on savait pertinemment que ça allait arriver. Und da schäme ich mich. Et là, oui, j'ai honte. Ich fühle mich schuldig hier. Et je me sens coupable, oui. Mais avoir honte parce que je suis pas allée manifester contre le Kremlin, ou parce que j'ai pas balancé une bombe sur Poutine, tu vois, je trouve ça assez bizarre. Et dans l'espace public, on n'a pas le droit d'en discuter, parce que voilà, on a tous tellement Всім дуже соромно. Tous tellement honte. et tout le monde en reste là. Si tu penses autrement, tu baisses les yeux. Et moi aussi, je fais pareil. Hein. J'ouvre pas la discussion, même avec mes proches, je veux dire. Et ça, quelque part, ça a aucun rapport avec l'Ukraine. Je suis incapable de tout contact avec les gens qui parlent russe. Ça me met mal à l'aise d'être avec eux, d'avoir une conversation, qu'elle soit superficielle ou profonde. Je n'ai pas de m'énergie mettre là-dedans. Il y a peu de gens à qui je parle, mais ces gens-là me soutiennent dans ma position. Je ne me sens plus aussi isolée qu'il y a 12 ans où j'ai pris conscience de ma position et où je suis complètement passée à l'ukrainien. Je m'en rappelle. Les premiers jours de la guerre, j'ai d'un coup ressenti une haine profonde de tout ce qui est russe. Pour les gens, pour la langue, pour ce qu'ils appellent le peuple, pour la façon dont ils nous traitent. Les premiers à me soutenir dans ma décision, ça a été mes parents. Je pense qu'ils ont toujours été patriotes, même s'ils parlaient russe. Mais peut-être aussi qu'ils ont adopté cette position parce que j'ai un rapport assez radical à la question de la langue. Je ne répondais plus du tout quand on me parlait en russe. Le seul moyen de communiquer avec moi, c'était l'ukrainien ou l'anglais. En Allemagne, les gens ont pris ce besoin pour un caprice, pour quelque chose de pas sérieux. Et je devais chaque fois prouver que c'était une décision d'adulte, mûrement réfléchie. Au début, je m'énervais et j'essayais de convaincre tout le monde. Je reconnais que j'étais agressive. Un jour, je me suis même mise à hurler sur quelqu'un qui m'a dit qu'il regardait les vidéos d'un blogueur russe. Je lui ai tout déballé. La guerre, notre histoire.
la destruction d'intelligence ukrainienne. Jusqu'au moment où il m'a demandé. Tu y étais? Tu l'as vu, tout ça? Ça me fait sortir de mes gants. Non! Non! J'y étais pas, j'ai rien vu. J'étais pas née, mais ça m'a fait le mal. Le plus souvent, dans ce genre de discussion, je rappelais le contexte historique. J'ai fait qu'on nous détruisait et qu'on voulait effacer notre identité en tant que nation. Le pire, c'est que l'agresseur nous prive de la possibilité de parler notre langue. Mais je ne vais pas tenir de discours enflammés. Je ne suis pas sûre d'avoir convaincu qui que ce soit. Je finissais, je crois, par partir, et ensuite j'ai fouillé la conversation. Ça m'a laissé un sentiment de grande incompréhension et aussi de la colère, parce que je ne pouvais rien faire pour changer la situation. Je me sentais coupable et je me détestais. Peut-être que j'en demande trop aux gens à un moment où mon pays est en guerre et où il y a des questions beaucoup plus importantes. Pendant nos premiers jours à l'école allemande, les profs ont organisé une réunion d'accueil pour les enfants ukrainiens. Et tout à coup, ils se sont mis à nous parler en russe, à écrire en russe au tableau, dans l'idée de nous accueillir pour qu'on se sente chez nous. Ça m'a choquée. Je me suis excusée et je suis sortie. Avec le recul, je me dis que je n'aurais pas dû. Maintenant, j'ai plus de bienveillance pour les Allemands qui ont appris le russe par le passé, mais qui soutiennent mon pays et qui l'aident de beaucoup de façons. Quand on ne me comprenait pas, je me réfugiais dans mon journal intime. J'écrivais mes pensées et mes observations. Au début, je me disais que le russe, c'était quelque chose de sale, qui ne devait pas me souiller. Mais après, j'ai trouvé une métaphore plus juste. Le russe, c'est mon couteau de cuisine. C'est une langue comme une autre, un moyen de communiquer. À couteau de cuisine, tout ce qu'il y a de plus normal. Hors contexte, ce couteau, il est pratique pour faire une salade de fruits. Mais si tu apprends qu'il te vient d'un assassin qu'il a utilisé pour tuer sa grand-mère, ça m'étonnerait que tu continues à faire ta salade de fruits avec. La langue, c'est un couteau. La langue, c'est une arme. Il faut faire attention à la façon dont on s'en sert. Comme le russe est ma langue maternelle, j'ai découvert et assimilé les grandes pensées de la culture universelle par le biais de la culture russe. Les gens qui ont une autre langue maternelle découvrent et comprennent la culture universelle par le biais de cette autre langue. C'est un processus tout à fait normal. Je suis pour un esprit de tolérance, un esprit d'ouverture, un esprit de liberté qui pourrait permettre un développement vivant et fécond de la culture ukrainienne, telle qu'elle existe dans différentes langues. Mais aujourd'hui, je constate avec douleur et en même temps avec indignation que les choses prennent un tout autre tour. Et je me sens comme quelqu'un à qui on ferme la bouche, à qui on serre la gorge et qui ne peut plus respirer. C'est complètement contre nature d'en nier l'existence d'une grande partie de la population. On nie l'existence d'une partie des gens, des citoyens de ce pays. Dans les faits, on les prive de l'accès à l'espace public. On les prive de la possibilité d'exprimer leurs émotions, leurs pensées, d'exprimer tout bonnement ce qu'ils sont dans un espace commun. Et tout est fait pour que cette possibilité n'existe plus. À la fin des années 80, j'ai décidé de m'engager pour les relations germano-russes dans mon travail.
Ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, dans les années 90, à côtoyer mes amis artistes, à me dire il n'y aura plus jamais de guerre, etc. Et on en était tellement sûrs, vous comprenez? On en était tellement sûrs, et puis cette certitude a commencé à s'effriter avec l'arrivée de Poutine. Après ça, j'ai même passé 2 ou 3 ans à ne traduire que de l'anglais. Et puis j'ai fini par me dire non, mon identité, c'est d'être traductrice du russe. Il y a quelque chose qui vous intéressera peut-être parce que je relis ça à des sentiments forts. L'an dernier, quand on a publié ce livre de textes sur la guerre, on avait l'intention de faire des lectures en commun avec un livre sur l'Ukraine, qui est paru en parallèle. Et là, d'un coup, peut-être 3 jours avant la sortie du livre, au moment de programmer les lectures, on a reçu un non catégorique de ceux qui ont fait le livre sur l'Ukraine. Non, on ne peut pas, on ne veut pas, il n'y aura pas de lecture commune. Et les lectures ont eu lieu séparément. Pour moi qui suis traductrice du russe et qui essaie de m'opposer à ce conflit dans tout ce que je fais, c'est comme si on m'avait balancé ça pile au moment où je me disais qu'il fallait rester dans le dialogue. J'ai accepté et j'ai compris que les choses sont ce qu'elles sont, mais ça a été dur de constater qu'au fond, maintenant, je travaille dans la langue de l'ennemi. Ça a été vraiment dur sur le moment. Et là, on pourrait parler des sentiments en général, de ce que c'est que les sentiments, parce que sur le moment, ils sont souvent très forts. Mais après coup, on peut se dire, bon, d'accord, c'est comme ça, ces événements-là ne peuvent pas se faire maintenant, et il faut que je l'accepte. Et ma tête l'a accepté. Dans mon cœur, j'étais triste, mais ça a fini par passer. Ça a été un moment où... Et ça me revient parce que tu as dit que tu ne te sens pas responsable. Ça a été un moment où je me suis sentie responsable, d'une certaine façon, autant par ce que je fais que par mes contacts. C'est pour ça que c'est si dur parfois, parce que inconsciemment, on se demande toujours qu'est-ce que je peux faire pour aider? Donc oui, je sens que j'ai une responsabilité dans ce que je fais. Je m'interdis de condamner les gens pour leur cruauté. Au fond, ça s'applique surtout à 2 catégories de personnes. Aux fonctionnaires, quel que soit leur rang, et aux militaires. Je dirais même que je m'interdis de me concentrer sur la cruauté en tant que telle et de laisser cette question prendre de la place en moi. Je comprends bien que les militaires ne peuvent pas être cruels, mais je constate que la cruauté est devenue la norme. Et pas que chez les militaires, malheureusement. Je comprends bien que sans la cruauté, on ne peut pas se défendre. Mais je refuse d'accepter son existence et sa généralisation. Je la supporte pas chez mes proches. Comment est-ce que l'humanité et la cruauté peuvent coexister comme ça? Comment est-ce qu'on peut trouver bon que la cruauté se généralise? Le deuxième sujet interdit pour moi, c'est le fait que l'ennemi n'a pas qu'un visage. L'ennemi ne se présente pas seulement sous les traits du voisin. J'arrive toujours pas à décider qui est le plus méprisable, ceux qui tirent ou ceux qui font le mal à l'intérieur du pays. L'ambiguïté de ce qui se passe me rend folle. L'ambiguïté de nos partenaires étrangers notamment. Personne ne soutient les gens simples. Les gens m'inspirent une pitié infinie, tous. Dans mon travail, je suis amenée à discuter avec des prisonniers de guerre russes. Et ces gamins me font pitié autant que les autres. Je vois le vide dans leur regard, je vois qu'il leur manque un bras, une jambe, et je comprends qu'ils sont victimes d'un jeu. Et tant pis s'ils sont 3 fois meurtriers, et je suis même assez tolérante envers certains criminels en prison, étant donné que je les rencontre dans mon rôle de médecin. Quand je vois des prisonniers de guerre, tout ce que je ressens, c'est de la pitié. En fait, j'ai même eu honte de ma mesquinerie, parce que je ne pouvais pas critiquer la cruauté de mes collègues. Tous autant qu'ils sont, ils débordaient de haine, ils écumaient de rage, ils disaient des choses horribles.
J'ai décidé de rien dire, parce que je sentais cette tension dans l'air. J'ai pitié. Жаль. Pitié de mes collègues qui ne voient pas ce qu'ils font. Pitié de ces gars qui se retrouvent prisonniers. Terriblement pitié de nos gars à nous, des traumatisés, des morts. Je comprends ce que ressentent leurs proches, mais j'ai honte de devoir décider qui représente les intérêts de l'agresseur et qui n'a pas eu le choix. Ces prisonniers que j'ai vus, c'est pas des gens qui ont des idées, qui marchent la tête haute. C'est pas des gens avec des avis bien tranchés. Le plus souvent, en parlant avec eux, je me suis rendu compte que c'est des gens assez rudimentaires dans leur éducation. C'est pas vraiment des ennemis qu'on peut haïr. Ce sont des moutons. Des moutons qui ont perdu leurs jambes, leurs bras. C'est affreux. De ce côté-ci des lignes, il y a nos gars à nous. Et là aussi, il y en a de toutes sortes. Sur ce point-là, je dois dire que je hais notre nationalisme dans sa mauvaise variante, avec ses aspects chauvinistes. Beaucoup de gens soutiennent le Parti national-socialiste, toutes ces idées. Mais moi, je ne peux pas soutenir ça. Même si ce sont de vrais héros, bien sûr, même s'ils défendent la patrie. La limite est très mince. Et si tout le monde se mettait à suivre ces idées-là? J'essaie de ne pas y penser. Parce que ce sont des choses qui me mettent dans une situation très inconfortable. Ça donne l'impression d'être à sa place parmi des étrangers et étrangers parmi les siens. Je m'interdis d'y penser parce que, de la même façon que la cruauté qui plane dans l'air en ce moment, ça me détruit de l'intérieur, littéralement. Ce qui est dur surtout, c'est que je m'interdis d'exprimer mes sentiments aux soldats que je croise. Déjà, il y a une différence entre ceux qui restent ici, à Kiev, et ceux dont le visage et le regard te disent d'où ils reviennent et ce que la guerre leur fait. Et ça se voit tout de suite. Et donc tu en vois un dans le métro, visiblement il est en train d'aller à la gare routière avec son sac, et tu comprends qu'il part au front, parce que bon voilà, c'est écrit sur son visage. Et alors, il se passe une chose incroyable, c'est que tu as envie de lui dire tellement de choses. Envie de lui dire ce que tu ressens, tu as envie, mais tu ne peux pas. Un jour, j'ai fait peut-être 10 stations à côté d'un gars comme ça, j'étouffais, ni plus ni moins, j'arrivais plus à respirer, et toutes mes émotions étaient bloquées, je pouvais pas ouvrir la bouche. Je savais que j'avais pas le droit d'aller en voir un et de me mettre à pleurer à côté de lui, parce que bien sûr, c'est plus dur pour lui que pour moi. Mais d'un autre côté, je pouvais pas garder ça pour moi, parce que je savais qu'il allait bientôt descendre, et alors lui, il se dirait que des gens sont restés comme ça à côté de lui sans rien faire. Quelque part, ce serait de la trahison. Il va se faire tuer pour moi, et moi, j'arrive pas à aligner 2 mots. Finalement, je me suis forcée, j'ai réprimé mes larmes. Comme j'ai pu, je les ai ravalées. J'ai même retrouvé un peu de voix, et je lui ai dit merci. Дякую. Merci. Comme ça, voilà, en mettant la main sur le cœur, et j'ai vu qu'il me répondait, il m'a fait un signe de la tête. Avant, je les voyais pas, ces hommes. Ou alors c'est qu'ils ont beaucoup changé. Ils sont tellement beaux. Oui, voilà, c'est des espèces de demi-dieux. Vous voyez, ils descendent du ciel. Est-ce que c'est l'uniforme, ou alors ce qu'ils vivent? Il y a un changement dans leur visage, leurs yeux, leur expression, je sais pas. Ils ont un truc. Et en voilà un autre de sentiment interdit, c'est une espèce d'amour total pour eux. Oui, on peut appeler ça comme ça, et ça me met très mal à l'aise, parce que j'ai un copain. Et je sais qu'il me voit pas à ce moment-là, mais ça me déchire. Et c'est pas une histoire d'érotisme ou de sexe, ça doit pouvoir se comparer avec, je sais pas, avec un sentiment religieux, peut-être. C'est un mélange de gratitude, d'admiration, et aussi d'étonnement qu'ils soient là parmi nous et qui vivent comme moi, et qui marchent, et qu'on prenne le même métro, dans la même rame. Mon grand sentiment dans cette guerre, c'est une profonde tristesse.
Ça n'arrête pas, c'est de pire en pire. De la tristesse surtout à cause de la perte de contact, d'amitié, de rencontres. Cette perte dans le dialogue entre des gens qui n'arrivent plus à se parler alors que ce sont les premiers concernés. Cette perte de l'écoute, qui est une capacité tellement importante pour moi. Le grand principe de ma vie, c'est de m'exercer à l'écoute et de créer des espaces. Et ces espaces sont de plus en plus clivés et c'est de pire en pire. En Allemagne, il y a ce désir d'héroïsme qui revient et ça me fait peur. Ce n'est pas vraiment un interdit, mais dans les discussions, je remarque que quand je n'approuve pas tout de suite en disant Ja, die Ukraine wird siegen. mais oui, l'Ukraine vaincra et il faut tout faire pour qu'elle ait des armes. Ce n'est pas par peur d'une guerre atomique, alors que c'est un vrai risque, ni par crainte que l'OTAN se mêle du débat actuel sur les missiles Taurus. Tout ça c'est vrai, mais ce n'est pas ça ma peur. Ma peur, c'est que cette pensée militariste de la force, de l'héroïsme, cette voie en la victoire, Siegesglauben. que tout ça s'immisce dans nos relations, nos modes de pensée, nos sentiments les plus intimes. Ça me file une peur bleue. Très vite, dans ma vie d'adulte, je me suis engagé contre cette héroïsation, cette pensée de la victoire, contre le fait d'arrêter de penser, de ne plus sentir les nuances entre les gens, de ne plus chercher l'autre, l'étranger, pour essayer de le comprendre, mais de se jeter la tête la première et de dire Ja, wir werden siegen. ouais, on va gagner. J'ai ça dans la peau, ça, et tout ce que j'ai appris en tant qu'Allemande. Dire stop, s'arrêter, sentir par tous ses pores, penser avec tous ses lobes, rester critique envers ceux qui disent Wir werden siegen. on va gagner. Quand je vois ces soldats ukrainiens qu'on appelle des héros, ça me donne envie de chialer. J'ai envie de leur crier, Geht nicht dahin. n'y allez pas, Ihr werdet sterben. vous allez mourir. Es wird nicht Ça ne helfen. sert à Es rien. nützt nichts. Ça ne résout rien. Et tout ça me rend triste à mourir. Моя заборона – любов. Mon interdit, c'est l'amour. Я забороняю собі любити і бути коханою. Je m'interdis d'aimer et d'être aimé. Je suis partie pour l'Allemagne avec ma fille dès les premiers jours de la guerre. Mon mari est resté seul chez nous. On s'était mis d'accord. Mais au bout d'un mois, il s'est mis à nous répéter qu'il fallait qu'on rentre, soi-disant que tout était calme à Kiev, qu'il nous faisait un petit nid douillet pour qu'on revienne bien vite. Куди повертатися? Qu'on revienne où? Не розумію. Je comprends pas. La période d'acclimatation n'a pas été simple en Allemagne. Ma fille était en plein dans la puberté et elle a eu énormément de mal à se faire à la situation. Elle refusait carrément d'aller à l'école. Je ne vais pas parler des efforts que j'ai dû faire pour organiser notre vie ici. Це вартувало надлюдських можливостей. Ça dépasse l'entendement. Maintenant, je prends des cours de langue et je travaille, comme beaucoup d'autres réfugiés. Une bonne partie de ma vie tourne autour du travail civil volontaire, parce que mon frère est en première ligne. Quand il m'a dit que son unité avait besoin d'une Jeep, j'ai réuni l'argent sur les réseaux sociaux en une semaine. J'ai trouvé une voiture ici qui répondait à tous les critères. Je me suis occupée des papiers et, avec d'autres volontaires, je lui ai fait parvenir la Jeep sur le front. Mais c'est pas de moi que je suis fière dans cette histoire. C'est de mon frère, de sa position qui est de défendre l'Ukraine. Je pourrais en pleurer de la fierté incroyable que je ressens pour mon frère, mais aussi du dépit que j'ai de ne pas ressentir la même chose pour mon mari. Він не герой, Lui, c'est pas un héros. нічого не хоче. Il se bouge pour rien, même pas pour aider. Il pourrait aller se battre, un gars solide comme ça qui a fait l'armée, ou creuser des tranchées au moins, ou distribuer des munitions.
Але ні, він не такий. Mais non, c'est pas le genre. Мені б так хотілося сказати йому прямо в обличчя, що він лайно. J'aurais tellement envie de lui dire bien en face que c'est une merde, Слабак. un lâche. Mais l'humilier comme ça, lui dire ce que je pense de sa lâcheté, je peux pas. J'y arrive pas. Merci les parents. Ils ont bien élevé leur gentille petite fille. Я б хотіла відлупцювати його. J'aurais envie de le cogner. Сильно відлупцювати. De le cogner méchamment. J'ai plein de colère en moi, mais je peux pas la laisser transparaître au quotidien dans notre jolie petite relation. Tous les matins, je trouve le même message. Доброго ранку. Bonjour, Як спалося? comment as-tu dormi? Бажаю гарного дня. Bonne journée. Derrière cette politesse dégueulasse, il n'y a rien. Aucun sentiment. Ce que je vois dans les messages qu'il m'envoie tous les jours, c'est pas un intérêt brûlant pour la qualité de mon sommeil. C'est un subtil moyen de contrôle. Est-ce que je serais pas en train de m'amuser un peu trop dans mon pays de cocagne? Ce qu'il veut savoir, c'est pas comment je dors, mais avec qui. Beaucoup de gens que je connais se sont déjà trouvé une relation ici. Les familles se brisent, elles ne tiennent pas l'épreuve de la séparation. Я хочу плюнути на все і завантажити собі Тіндер. J'ai envie de dire merde hein, et d'installer Tinder. Mais non, je peux pas trahir mon mari. J'ai commencé à prendre pas mal de poids. Mon psy me dit que c'est une réaction de mon corps aux interdits que je m'impose. Mais à mon avis, c'est pas tout à fait ça. À chaque kilo que je prends, je me trouve moins belle. C'est comme si je mangeais beaucoup exprès pour pas avoir une aventure, pour pas trop me lâcher. Mes kilos en trop servent de défense pour que je m'autorise pas une nouvelle relation. Rien que d'y penser, ça me donne des démangeaisons, ça me fait rougir et mourir de honte. 2 роки без сексу. 2 ans sans sexe, j'en peux plus. Знаєш, чого я чекаю? Tu sais ce que j'attends? Qu'un matin, au réveil, au lieu d'une photo de chaton débile, je trouve un message de mon mari où il m'avoue qu'il s'est trouvé quelqu'un d'autre. Ça me fera mal, et je pleurerai, c'est sûr, mais peut-être qu'après, je m'autoriserai enfin à vivre la vie épanouie d'une femme de 40 ans. Évidemment, le sentiment le plus, je sais pas, Я не знаю. le plus honteux, c'est que je suis fatiguée de tout ça. Je veux dire, Ну, то есть, au début, j'ai envoyé des sommes d'argent dingues, je ne sais même pas où là-bas, куда-то à tous ceux qui там, demandaient, ou en tout cas un хотя peu бы par-ci, там, par-là, сколько-то, à des copains куда-то, d'école qui faisaient beaucoup de volontariat et qui continuent à en faire. Je veux dire, là-bas, en куда-то Ukraine. там, в Украине. Et ces gens-là, ils travaillent et je sais qu'ils donnent au moins la moitié de leur salaire et c'est pas une petite somme. Et moi aussi, au début, Вначале я как бы тоже, au bout d'un moment, но в какой-то момент, déjà, ça во-первых, m'a carrément épuisée. Et во-вторых, ensuite, il y a eu toutes sortes de, comment on dit déjà, как это сказать? ouais, des signalements, Да, voilà. сообщение, что Et pas seulement sur Telegram. J'ai des amis là-bas qui m'ont dit, Tania, franchement, mieux vaut que tu saches pas des histoires de, je sais pas, я не de знаю, pots de vin à des gens de l'armée, avec des choses, je sais pas, не знаю. qui arrivent jamais à destination, de l'aide humanitaire qui ne va pas là où il faut, qui se retrouve dans les magasins. Et c'est ça, И тут Je вот crois que c'est ça. как бы что-то. mon sentiment inavouable. Je me suis servi de ces conversations pour justifier Ну, le mur стену. que j'ai construit autour de moi. Je m'en suis servi pour moi, Ну, как бы, pour me justifier. Même si je voyais bien que, bon d'accord, ну, il y a des gens qui font du mal, mais il y a tous ceux que je connais. Et eux, ils ne baissent pas les bras. Moi, j'ai baissé les bras. Au sens où je me suis в том dit, смысле, что, et puis merde, à quoi bon? блин, ну почему? J'ai ci et ça à faire et j'ai un fils, et То, tout ça. то. Dans la durée, je peux pas donner autant d'argent qu'au début. Je veux dire, Ну, то c'est pas есть, possible, tu vois. Да, Ou peut-être que ça serait possible si je me privais de tout, enfin, pas de tout, mais ну, там, j'ai plus envie. En 2008, j'ai participé à un programme. Il y avait des gens de Biélorussie et d'Ukraine. Je suis devenue très amie avec un garçon. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais une jolie petite étudiante complètement naïve. Et lui, il me disait déjà Дивись, отам українські письменники, regarde les écrivains ukrainiens, а ось там російська політика. regarde la politique russe.
J'y comprenais rien. Et je me souviens que pendant un dîner, j'ai dit Ребята, в чем вообще « проблема? Il est où le problème ?» Comment j'ai dit déjà Мы же все русские. On est tous des Russes. Oui, j'ai dit ça. Je voulais dire tous des Slaves. C'est là que j'ai compris que c'était des synonymes pour moi. Là, à ce moment précis. Tout le monde m'a regardé bizarrement et j'ai compris que j'avais dit une bêtise. À ce moment-là, il y a un processus qui s'est enclenché en moi, une prise de conscience. Ah, oui. Les Russes et les Slaves, c'est pas la même chose. Il y a plusieurs identités différentes. Ce garçon, Dionys, il m'a fait une liste de livres ukrainiens. Фільми там подивись про помаранчеву революцію. Regarde ces films sur la révolution orange. On était un peu amoureux, donc ça a été une sorte d'apprentissage en douceur. En 2014, quand il y a eu la Crimée, j'ai eu honte vis-à-vis de lui en particulier. Et vis-à-vis de 2 ou 3 autres personnes que je connaissais parce que tout ça, il l'avait déjà dit. Il me l'avait dit, à moi. Et ce que j'ai dit en 2008, on était tous des Russes, c'est une conséquence directe de mon éducation, du milieu où j'ai grandi, de ma socialisation. J'ai quitté la Russie il y a 30 ans. Et après ça, plus rien dans ma vie n'a été lié à la Russie. Je ne me reconnais dans rien là-bas, un peu comme si j'avais rompu avec tout ça. Mais en fait, c'est pas totalement vrai. Parce qu'en 2014, par exemple, quand la Crimée a été annexée, j'étais censé partir en stage avec le metteur en scène polonais Christian Lupa. Tout était décidé, il y avait un financement, on s'était mis d'accord. Il devait faire une mise en scène au théâtre Alexandrinsky à Pétersbourg. Et puis, il a annulé son voyage à cause de l'occupation de la Crimée. Et moi, ça m'a mis en colère de ne pas pouvoir faire ce stage. Je veux dire, évidemment, j'ai compris pourquoi il faisait ça, mais ça m'a énervé, tu vois. Et maintenant, j'ai honte. D'accord, c'était en 2014, il y a 10 ans, mais pour moi, c'est important parce que ce sont ces petites choses-là qui font la vie et qui font ce régime. Et quand tu repenses à ça, tu es bien obligé de te rendre des comptes à toi-même. Je veux dire, c'est aussi ma faute si je pensais comme ça à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a légitimé ce qui se passait. Il y a une sorte d'énergie universelle. On l'a tous alimenté avec de la complaisance, avec l'envie que tout s'arrange. Et ça n'est pas interdit, mais au bout du compte, ça a permis que les choses se passent comme elles se sont passées. C'est pour ça que je ne peux pas me sentir complètement propre. À l'école de musique, chez nous, il y avait une chorale merveilleuse pour les enfants. Et nous, les parents, on avait le droit d'assister à leurs cours. Ça avait lieu un soir par semaine, et donc après une journée remplie d'événements en tout genre, on se retrouvait tous dans cette salle où il y avait un piano. Les enfants s'installaient, ils se mettaient à chanter. Ils chantaient du Bach, ils chantaient du Handel, ils ont aussi chanté du Tchaïkovski à un moment, bref, du classique. Et cette salle, elle est faite de 2 grandes baies vitrées sur les côtés. Les 2 cloisons sont entièrement faites de fenêtres, et derrière ces fenêtres, il y a l'obscurité. Et donc un jour, je suis assise comme ça, et les enfants chantent avec leur voix incroyablement belle, merveilleuse, totalement innocente. Les enfants chantent, et dehors, pour moi, c'est la guerre. J'avais ce sentiment oppressant. On était peut-être en 2013-2014, mais ce n'était pas lié à la guerre. C'était lié à ce que je sentais en Russie, je veux dire. À savoir qu'on est là, avec les enfants, dans cette salle tout en verre, translucide, dans cette salle fragile, et qu'ils chantent. Les enfants chantent ces choses bouleversantes. Ils sont si innocents. Et dehors, c'est la guerre. Elle se déchaîne là-bas. Là-bas, c'est la mort. Là-bas, il y a la destruction. Là-bas, c'est le gouffre. L'enfer. Et nous, on est ici, dans ce petit cercle si fragile où des enfants sont en train de chanter. Et c'est un sentiment de tragédie absolue. Il est très aigu en moi.
Je l'avais à chaque fois que je me retrouvais dans cette salle, que je les écoutais chanter. À quoi c'était lié? C'était pas la guerre ni rien, c'était pas Poutine ni l'opposition ou je ne sais quoi. C'était tout le temps. En fait, c'était lié à ce que je sentais en permanence. À savoir qu'on était dans l'abîme. Que nous, en Russie, on était un enfer. Quand les enfants étaient en danger. Que notre petit monde pouvait être détruit comme ça. Pouf, tout simplement. Qu'il n'existait pas, d'une certaine façon. On peut chanter tout en s'enfonçant dans l'abîme, ça ne veut pas dire qu'on sera sauvé. Tu comprends? Tu Je comprends. C'est ce que je sentais quand je vivais en Russie. Et mon absence de culpabilité, peut-être qu'elle est liée à ce sentiment que je suis dans l'abîme, qu'on s'enfonce dans l'abîme. Ce sentiment que j'avais en moi depuis beaucoup d'années. Quand j'étais en Russie, je vivais avec. C'est devenu une partie de moi, parce que je savais que c'était l'abîme. Je comprenais que c'était la guerre. Et ce n'est pas moi qui l'ai provoqué. Je l'ai palpé comme ça, comme je pouvais, avec mes petites pattes. Je l'ai mesuré en moi, je savais. Et c'est pour ça que je ne me sens pas coupable. Tu comprends? Tu comprends? Et peut-être que ma faute, c'est que je ne ressens pas cette culpabilité. Tu comprends? J'ai une amie psychologue ici. Elle a proposé qu'on réunisse des gens pour parler de nos sentiments. Mais comment tu veux faire aujourd'hui? Si je leur raconte mes sentiments, il faudra bien que je parle du contexte. Et comment je saurai qu'ils ne sont pas pro-Poutine? Aujourd'hui, les sentiments, il faut les cacher, les planquer, les enfouir dans son oreiller. Alors que moi, j'ai tellement envie d'en coller une à ces vieilles biques là, chez le coiffeur qui parlent de s'acheter un appartement à Mariupol. Et celles qui passent leur été en Crimée, là, celles-là, je les hais depuis un bon moment. Mais je serre les dents et je me dis, attends un peu, on réglera nos comptes plus tard. Imagine, en janvier, je suis sur le périph' à Moscou et en face, je vois arriver une voiture couverte de lettres Z. Ça m'a mise hors de moi. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai baissé la vitre et j'ai fait un doigt d'honneur dans le froid. Fuck! Mais après, quand j'ai voulu rentrer ma main, mon doigt se pliait plus. Il avait gelé et il voulait pas se réchauffer. J'ai dû rouler comme ça pendant une demi-heure avec mon doigt d'honneur. Je ne veux pas que la guerre continue. Tous les jours, je me dis que c'est horrible. Poutine est armé jusqu'aux dents, on construit des nouvelles usines, ils envoient troupes sur troupes. Et en Ukraine, il y a de plus en plus de problèmes. C'est de plus en plus dur. Le pouvoir de Zelensky tient à un fil. Tout est très compliqué là-bas. Je sais pas. Ich weiß nicht. Je sais pas. Et rien que ce langage de la guerre. Gebt uns mehr davon und hiervon. Donnez-nous ci et ça. Dann können wir dies oder das. Pour qu'on puisse faire ça et ci, ça aussi. C'est de la folie. Wahnsinn. J'y crois pas. J'arrive pas à croire à cette rhétorique. Et j'aime pas non plus ces comparaisons avec Hitler. Je crois qu'on vit dans une autre époque. Et il faut que les gens réfléchissent pour trouver d'autres issues à cette situation que la mort. Dieses sinnlose Sterben. Cette mort absurde. Tous ces morts, tous les jours. Je crois qu'un cessez-le-feu, ce serait une chance. Peut-être une chance très mince, mais une chance, un tournant. Là, on pourrait réfléchir. Avec qui négocier? Comment? Ce serait un autre processus. Je veux dire, on serait dans un autre monde. On parlerait tous de paix. Frieden. Des chances de paix. Chance. On trouverait une solution. Alors que si on ne fait que parler de guerre, il n'y aura rien d'autre. Y compris en nous-mêmes. La guerre, elle naît en nous et de nous. In uns und aus uns.
On est ses messagers, ses messagères. Quoique nous, les femmes, on n'a rien à voir là-dedans. On alimente la guerre, mais on n'a pas l'occasion de parler de paix. Frieden. Cette idée qu'il faut trouver une issue et ne pas se soumettre à une logique guerrière, je trouve ça important. Oui, peut-être que c'est ça qui est interdit en ce moment, et on nous critique de tous les côtés à cause de ça. Et c'est vrai que parfois, ces tentatives sont vraiment ridicules. Des fois, nous, les vieux pacifistes, Ja, ein Friedensstifter. on a l'air ridicule, vieux jeu, mais il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir parler de paix. Heißt das jetzt, dass Gedanken über den Frieden verbotene Gefühle sind? Est-ce que ça veut dire que c'est interdit de penser à la paix ? Ma mère, par exemple, elle sait bien que chez elle, c'est là-bas. Globalement, oui, elle a l'intention d'y retourner, bien sûr. Enfin, bien sûr, au cas où on la laisserait pas rester ici. Peut-être qu'elle, elle aurait pas envie de rentrer. Mais comment faire? Comment? Pour l'instant, il y a la guerre. Bah oui, pour l'instant, il y a la guerre. Mais ça aussi, c'est un truc... Боитесь, что война остановится? La peur que la guerre s'arrête Придется возвращаться. et qu'il faille rentrer. C'est affreux. Et je sais que parfois, moi aussi, comme ma mère, horrible comme sentiment, et de ça vraiment, on ne peut pas en parler. Parce que quand mes parents étaient encore là-bas, je rêvais que la guerre s'arrête, tu vois. Mais maintenant... Et pareil pour ceux qui viennent d'arriver ici, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on leur permettra de rester ici ou est-ce qu'on leur fera comprendre que... Et ça, je pense qu'il y a ça chez beaucoup d'Ukrainiens. D'un côté, bien sûr, il y a cette envie que la guerre s'arrête, mais d'un autre côté, ben, tant qu'elle dure... Je crois que ça, ceux qui sont là-bas, de l'autre côté, ils le sentent aussi et ça nourrit leur haine. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui en parlent franchement ou même qui se l'avouent. Tout le monde te dira Ну нет, что ты такое non, говоришь? qu'est-ce que tu racontes? Mais quelque part, Хорошо. alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? А дальше что? Et ça, c'est très verboten, tu vois, très interdit. Ça se demande pas, ça se pense pas, ça se dit pas. Mais je suis quasi sûre que, enfin, des fois, je me surprends simplement en train de me demander mais qu'est-ce qu'on fera pour maman? Comment on va faire? Elle, franchement, je sais pas ce qu'elle pense, tu vois. Et alors, je regarde les infos sur mon téléphone et tu sais, ça me traverse l'esprit. Ну, пока идет. Tout va bien, ça continue. Quelque chose du genre. Ça continue. Пусть идет C'est bien. дальше. Un truc comme ça, tu vois. Et alors, tu te fais peur à toi-même. Non, tu te fais pas peur, mais tu sursautes et tu te dis, mon Dieu, mais quelle horreur. Non, je peux pas vouloir ça. C'est pas possible de vouloir ça. Évidemment que je veux pas. Mais quelque part, voilà. Et puis tu regardes encore les infos. Et alors, bon, d'accord, Хорошо все. tout va bien. Все хорошо, все идет дальше. Tout va bien. Ça continue. Єдина людина, яка щиро радіє навіть від найменших радісних подій вдома, це мій чоловік. Le seul qui se réjouit sincèrement de la moindre petite bonne nouvelle de la maison, c'est mon mari. Він на передовій. Il est au front. Скажу навіть більше, з самого початку ми домовилися з його мамою про те, що розповідаємо і пишемо ми тільки хороше. Je dirais même que dès le début, sa mère et moi, on a décidé de lui dire et de lui écrire seulement le positif. Він щиро потішається, коли в нас гарний настрій, Il est content qu'on soit de bonne humeur, коли діти здорові, que les enfants aillent bien, хизуються шкільними досягненнями. qu'ils se vantent de leurs bonnes notes à l'école. Це додає йому сил і робить його витривалим. Ça lui permet de tenir et ça lui donne de la force. Я дуже чекаю на нього і боюся, що коли він повернеться, це буде інша людина. J'ai hâte de le retrouver et peur qu'il soit changé le jour où il reviendra. Уперше, коли він приїхав з фронту, мені було страшно. La première fois qu'il est revenu du front, ça me faisait peur. Чи зможе він адаптуватися до нормального життя? Est-ce qu'il pourra se réadapter à une vie normale? Чи зможе він говорити на теми, далекі від воєнних дій? Est-ce qu'il pourra parler de choses qui n'ont rien à voir avec la guerre? Чи зможе він спати? Est-ce qu'il pourra dormir? Перші кілька ночей я не вимикала світло. Les premiers jours, j'ai pas éteint la lumière.
Раптом він прокинеться серед ночі і не зрозуміє, де він. De peur qu'il se réveille au milieu de la nuit et qu'il sache plus où il est. Багато чула історій подібних. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Я боялась розмовляти із ним і одразу запитала, чи є якісь заборонені теми відтепер. J'appréhendais de lui parler et je lui ai demandé tout de suite s'il y avait des sujets interdits. Але чоловік мене заспокоїв і попросив, щоб я поводила себе з ним, як раніше. Mais il m'a rassurée et il m'a demandé de me comporter comme avant. Мені хочеться вірити в те, що разом ми вистоїмо в цій війні. J'ai envie de croire que tous les deux, on surmontera cette guerre І збережемо кохання. et qu'on gardera notre amour. Peut-être quelqu'un peut s'exprimer autour de ça, aussi de cette question, qu'est-ce que ça donne, les présences d'autres langues que peut-être vous ne comprenez pas toujours. Pour l'ukrainien, j'espère que vous avez compris qu'il y a eu de l'ukrainien, par exemple. Parce que moi j'ai senti la musicalité aussi. Et vraiment bravo Régis qu'il est là, je ne sais pas pourquoi, parce que ton lieu est ici. Voilà, qui a travaillé vraiment énormément avec la musicalité des propos et qui a fait presque un opéra. Et les comédiens, ils sont partis? Ils sont fatigués? Les comédiens. Bon, on fait comme ça parce qu'on va continuer ensuite dans le hall, dans le bar, donc où on va parler plus peut-être avec des comédiens aussi. Est-ce que vous avez pensé donc à vos questions, Victoire? Je sais pas. Non, mais je sais pas.
parce qu'il me faut une victime. Non. Давайте тогда, наверное, по-русски будет. Спасибо большое. У меня небольшой вопрос, скорее, о том, как собирались истории и как отбирались потом истории. Могли бы поподробнее рассказать? Donc, en 2 mots, j'ai une petite question sur la façon dont les histoires ont été collectées et ensuite sélectionnées. Собирались нашей командой. Естественно, мы в первую очередь попытались поговорить с людьми, с которыми мы знакомы, с кем-то больше, с кем-то меньше, с кем-то дружны, с кем-то нет. Да, сразу хочу сказать, это среди респондентов наших, как вот этой первой части, так и уже сейчас готова вторая часть, только что мы ее закончили. Мы собирали мнения и чувства только у людей, которые поддерживают Украину и не подвержены путинской пропаганде. Ну, то есть это все палитра мнений людей, которые все занимают базово одну и ту же позицию. Надеюсь, что это было понятно. Собирали просто интервью. С кем-то мы созванивались, с кем-то встречались, это был диктофон или это был Zoom. Какие средства связи возможны, те мы использовали, потом мы это расшифровывали, потом мы это все читали очень подробно, потом мы выбирали. Но это было огромное количество текстов, нам вообще-то очень хотелось их как-то и многие другие включить, но понятно было, что в презентацию такую вот, мы ее когда сами читаем, мы читаем сами вообще-то эту первую часть, это час. То есть это не так долго, но больше, чем час для читки на стульях, это было бы слишком, поэтому мы старались сократить это, ну вот максимально брать те фрагменты, которые к тому же как-то друг с другом сочетаются. Donc notre équipe a collecté les témoignages. On a commencé d'abord par les connaissances, les proches, les amis. Et donc je trouve que c'est important de souligner que c'était les gens qui soutenaient l'Ukraine et n'étaient pas sous l'influence de la propagande poutinienne. Donc ça c'est la première partie de cette collection. Alors là, on a achevé la deuxième partie de témoignages. Alors, ça s'est passé, cette collecte, ça s'est passé par les interviews, les appels téléphoniques, par les Zooms, etc. Ensuite, on avait un travail de décryptage. Et donc là, nous avons terminé la deuxième partie. Et je pense que je te donne ça. Сейчас хотела сказать. Мне хочется сказать о том, что в нашей группе у нас 7 человек, и у нас 2 девушки из Германии, 2 девушки из России и 2 украинки и 3 девушки из Германии, да, 3 девушки из Германии, 2 из России и 2 украинки. Вот. И мне кажется, очень важно сказать, что для нас было важно и, наверное, это определяло вообще нашу стратегию, что мы не собирали интервью, скажем, если это россиянка, только с россиянами или россиянками. Если это украинка, то только с украинцами. Мы пытались делать интервью с самыми разными людьми, с самыми разными нашими или знакомыми, или не совсем знакомыми людьми. И вот, мне кажется, было очень важно чувствовать, пытаться почувствовать вот всех наших респондентов, вне зависимости от того, где они живут, откуда они происходят. Donc dans notre équipe, il y a 7 personnes. Donc il y a 3 Allemandes, 2 Russes, 2 Ukrainiennes. Donc on a essayé de collecter les témoignages, pas seulement juste par exemple ukrainiens pour
personnages ukrainiens, mais oui, pas par la nationalité, mais voilà, pour avoir plus de témoignages le plus vaste possible. Oui, donc c'était partie de la stratégie de comprendre toute cette palette. J'ai un commentaire. Merci pour ce texte. Je veux dire que le fait que votre groupe existe est très important parce que ça donne l'espoir de la possibilité de la langue commune. Et à propos des quatre dans ce cas, langues utilisées dans le texte, j'ai l'impression, avec des années que la guerre dure, j'ai l'impression paradoxale que des fois, quand avec quelqu'un vous avez la même langue maternelle et vous êtes les citoyens du même pays et vous peut-être même appartenez au même milieu social et vous avez les expériences à peu près communes, tout ça ne garantit pas que vous puissiez trouver la langue commune. Et donc, quelque chose d'autre importe pour communiquer et pour partager l'expérience. Et merci pour avoir trouvé ce moyen de partager, de communiquer, de parler. Merci, et ça donne l'espoir que la communication est encore possible. Да, спасибо большое за эту постановку. Вот, я не хотел бы просто делиться своими впечатлениями, я хотел просто задать вопрос уточняющий. Чем был обусловлен выбор тех стран, которые мы видели, вот, и почему, например, среди свидетельств не было, например, свидетельств белорусов, например, которые тоже связаны с контекстом этой войны. Беларусь тоже участвует в этом, и белорусов, иммигрантов тоже очень много. Например, да, почему выбрана именно Германия из европейских стран, почему не было свидетельств Польши, которая забрала огромное количество иммигрантов, там есть очень большое сообщество. И это один вопрос. Второй вопрос тоже. Меня удивило, что многие ваши респонденты русского происхождения внезапно выбирали немецкий язык в качестве языка коммуникации. Почему? Это они выбирали так этот язык или просто вы, поскольку в Германии делали эту постановку, как-то переводили их на немецкий и приоритизировали немецкий? Просто это было удивительно для меня. Спасибо. Да, вопрос по поводу белорусов, он уже был. Donc il y avait deux questions. Donc la première question, est-ce qu'il y avait donc le choix de pays, donc là on trois, donc Allemagne, Ukraine et Russie. Pourquoi vous n'avez pas évoqué Bélarussie? Et deuxième question, c'était Второй вопрос был, почему у вас многие люди российского происхождения или украинского внезапно выбрали немецкий язык? Ah oui, pourquoi les répondants, oui, pourquoi il y avait les personnages qui choisissaient allemand comme langue, oui, comme langue de communication. Oui. Ну, я, наверное, на второй вопрос сначала отвечу. Выбирали немецкий язык, те, кто давно живет в Германии и говорят на нем так же, как на русском, для них это комфортно. Ну, то есть так просто, потому что там нет свежих приехавших людей, которые начали учить язык, которые бы давали интервью, хотя в совершенно другом контексте я сталкивалась с тем, что есть люди украинского или российского происхождения, которые приехали вот в эти последние годы с момента начала вторжения
России в Украину с 22 года, они выбирают немецкий язык для того, чтобы давать интервью. Ну, то есть такой есть феномен. Почему Германия? Потому что мы живем в Германии, в Гамбурге. И, честно говоря, изначально мы вообще не задумывались о том, как нам географию охватывать. Нам было важно, конечно, наш ближайший какой-то круг, там, в том числе немецкий, охватить. Там дальше появился Берлин. Естественно, была Украина, соответственно, Киев. Соответственно, Москва, потому что говорили с российскими респондентами. Думали, действительно, этот вопрос про Беларусь для нас стоял актуальным. Мы, к сожалению, не нашли респондентов, которые бы могли быть. То есть это не социологическое исследование, и это не дает никакого, ну, как бы я не сказала бы, что это дает некий вот срез. Мы не ставили себе, в общем-то, такой задачи. Делали то, что посильно, с теми людьми, которые могут, готовы с нами вообще об этом поговорить. Потому что далеко не все вообще, в принципе, были бы готовы. Par les respondientes, c'est les personnes. Les interviewés. Comment Juste les interviewés. Les interviewés qui sont. Alors pourquoi elles parlent allemand? Déjà parce que ce sont des personnes qui vivent en Allemagne depuis longtemps, souvent. Donc, ou parce que ce sont les Russes qui ont. Ou les Ukrainiens qui ont déménagé en Allemagne et ils préfèrent parler en allemand. Oui, on n'a pas trouvé des intervieweurs à Bélarussie. Voilà, et c'était pas pour le but de trouver. Добавить, что нас в первую очередь тоже интересовали разломы и линии разломов, которые происходят в Германии, поскольку очень многие мигранты из Украины, из России живут в Германии, линии разломов, которые происходят в Украине, и то же самое, то, что происходит в России, это то, что нас в первую очередь интересовало. Но у нас были люди, если вы заметили, и из Тель-Авива русскоязычные, и одна респондентка из Австрии, из Вены. Nous étions intéressés par les clivages dans cette société, dans ces ruptures entre les gens, et c'est ça, c'était le sujet de nos études. Donc il y avait une intervieweuse de Tel Aviv, comme vous pouvez le remarquer, et de Vienne, Autriche, et Portugal. Donc c'est les lignes de fracture, pas que, et pas surtout notamment en Ukraine, mais aussi en Allemagne qui nous ont intéressés. Et là, je fais un point pour dire qu'on va continuer la discussion là-haut avec le Crémin. Voilà, donc mais on va continuer parce que c'est un Régis aussi de participer. Voilà, mais on vous invite là-haut pour un petit pot de clôture.